C'est à l'ombre des cheminées des premiers bagnes industriels, dans le cœur encore populaire des cités modernes, au pied des vieux palais changés en nouvelles places financières, que tout a commencé. Nous sommes au début du 19e siècle et on assiste partout à l'avènement d'un système économique nouveau. Le capitalisme fait ses premiers pas. Il impose son modèle de pensée, crée ses grandes industries et bouleverse les paysages. Mais les illusions nées de la première révolution industrielle se dissipent déjà pour laisser apparaître une réalité beaucoup plus crue et plus sombre. Quel est le grand problème du 19e siècle? C'est ce qu'on a appelé, d'un terme très simple, la question sociale. La société se développe, on invente le chemin de fer, on invente d'abord la machine à vapeur, le chemin de fer, le bateau à vapeur, les métiers à tisser. D'une certaine manière, on voit que la société progresse considérablement, l'hygiène, la médecine, tout ce qui va avec. Et en même temps, la misère n'a jamais été aussi effroyable par ceux qui précisément travaillent dans les fabriques, dans les manufactures, dans ce qu'on appellera plus tard les usines. On ne peut pas comprendre la naissance de l'anarchisme si l'on ne se souvient pas de la vie de peine et de misère que mène en ce temps le prolétaire, celui qui ne possède rien que sa force de travail. Sa journée dure plus de 12 heures et le salaire qu'il retire de son labeur ne lui permet pas de manger à sa faim. Il n'a ni jour de repos, ni assurance, ni retraite. Ses enfants travaillent dès qu'ils peuvent se tenir sur leurs jambes et 1 sur 2 meurt avant l'âge de 6 ans. Les carences, les épidémies et l'alcool font des ravages, l'analphabétisme est la norme et l'accident, la loi. En 1840, l'espérance de vie d'un travailleur ne dépasse guère les 30 ans. Les ouvriers n'ont jamais été aussi pauvres, les ouvriers n'ont jamais autant travaillé, les ouvriers n'ont jamais aussi peu profité de l'extraordinaire banquet auquel participent les propriétaires des moyens de production. La bourgeoisie, qui bénéficie du progrès et vit dans l'opulence, a pu trouver dans le libéralisme son idéologie. C'est dans un socialisme au contour encore vague que le prolétariat voit à l'époque une réponse possible à ses problèmes. Mais pour apporter une réelle solution aux injustices, le socialisme doit surmonter une autre contradiction, presque philosophique, celle-là. Le problème des problèmes en philosophie politique depuis le libéralisme classique, c'est la conjugaison de la liberté puis de l'égalité. Comment assurer le plus grand éventail possible de liberté compatible avec le fait que tout le monde ait le même éventail de liberté, avec la plus grande égalité possible, dans la mesure où, sans égalité, la liberté demeure incomplète et il faut concilier ces idéaux de liberté et d'égalité. Un anarchiste américain disait « Pleine liberté sans l'égalité, c'est la jungle. Pleine égalité sans la liberté, c'est la prison. » Et on ne veut ni de la jungle ni de la prison. Cette tentative de concilier, et c'est pas facile, mais le maximum de liberté avec le maximum d'égalité, cette aspiration double à la fois à l'égalité et à la liberté, je pense que c'est une des valeurs fondamentales de l'anarchisme. Jusqu'à la moitié du 19e siècle encore, le terme d'anarchisme, dont la racine grecque anarche signifie absence du pouvoir, est un terme négatif utilisé pour désigner le désordre et le chaos, et il sert alors le plus souvent à dénoncer les fauteurs de troubles. Mais même si l'anarchisme avait pu avoir des précurseurs comme Diogène de Sinope, Thomas Müntzer, Mary Wollstonecraft, Ando Shoeki, comme le libre penseur Sade ou Théophile de Viau, les utopistes comme Godwin, Owen ou Fourier, des révolutionnaires enragés comme Gracchus Babeuf ou Sylvain Maréchal et des contemporains comme Stirner, en décidant de reprendre le terme à son compte, c'est Pierre-Joseph Proudhon qui s'en sert alors pour définir une position politique révolutionnaire et charger soudain l'anarchisme d'une valeur positive. Proudhon, il est né à Besançon, au début du 19e siècle, et contrairement à la majorité des autres théoriciens socialistes, ou même anarchistes, il est issu d'un milieu d'origine populaire. Et la grande force, et aussi la grande originalité de Proudhon, c'est justement de savoir de ce qu'il parle lorsqu'il dénonce les inégalités sociales ou les injustices sociales. Pierre-Joseph Proudhon, c'est aussi un ouvrier, c'est un typographe qui sait lire et écrire, qui est capable non seulement de composer des textes, non seulement de les rédiger avec une plume, mais de les composer et de faire en sorte que cette pensée se matérialise en devenant un livre. Et c'est cette fascination qu'il va trouver dans son métier de typographe qui va l'amener à rédiger un certain nombre de textes qui vont effectivement circuler dans la France de l'époque. En 1840, Proudhon rédige le mémoire qui le rendra célèbre. Qu'est-ce que la propriété ?
Si la réponse qu'il apporte à cette question, la propriété c'est le vol, fait aussitôt scandale, c'est la profession de foi qu'il prononce quelques lignes plus bas, qui constitue le véritable acte de naissance de la pensée anarchiste. Une formule paradoxale qui dit déjà presque tout. Eh bien, vous êtes démocrate? Non. Quoi, vous seriez monarchique? Dieu m'en garde. Vous êtes donc aristocrate? Point du tout. Vous voulez un gouvernement mixte? Encore moins. Qu'êtes-vous donc? Je suis anarchiste. Quoique très ami de l'ordre, je suis dans toute la force du terme anarchiste. Au même moment où il va se dire anarchiste, il prononce que la propriété c'est le vol. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il pointe la propriété comme étant le fondement d'un certain ordre social. Et se dire anarchiste, c'est dire je m'en prends au fondement de l'ordre social repéré comme étant la propriété. Proudhon va même encore plus loin, puisque pour lui, il y a une espèce comment dirais-je, de lien étroit entre la domination politique exercée par l'État, la domination économique exercée par le capital et la domination religieuse exercée par l'idée de Dieu. Et donc Proudhon est véritablement le père de l'anarchie, puisque c'est le seul qui relie ensemble ces trois formes de domination, et il pense qu'il faut les détruire en même temps si on veut effectivement changer de structure sociale. Si pour changer de structure sociale, Proudhon prône la destruction des pouvoirs, il n'est pas partisan de la violence révolutionnaire. Il imagine plutôt tout un système mutualiste dont sa banque du peuple pourrait être le premier jalon. Sa pensée n'en est pas moins attaquée de toutes parts. Il est critiqué, caricaturé, interdit. Pourtant, ses œuvres voyagent et son anarchisme séduit rapidement les socialistes du monde entier. Comme ce jeune docteur en philosophie, Karl Marx, qui écrit alors qu'il le considère comme le nouveau héros du mouvement ouvrier européen. Ou plus loin, aux marges de l'Europe, dans la lointaine Russie, où le comte Lev Nikolaïevitch Tolstoï emprunte à Proudhon le titre de l'un de ses essais pour nommer son nouveau livre « La guerre et la paix ». Mais c'est avec Mikhaïl Bakounine, un ancien cadet passé par toutes les prisons d'Europe et plusieurs fois condamné à mort, que l'anarchisme va devenir une pensée, à proprement parler, révolutionnaire. Si c'est Proudhon qui utilise pour la première fois le terme anarchiste, Bakounine est peut-être une figure plus importante dans la formulation définitive des idées, dans la mesure où il ajoute aux idées de Proudhon le principe de la révolution. À la différence de Proudhon, en effet, Bakounine prône l'insurrection. Selon lui, la seule manière d'abolir l'État et le capitalisme, c'est une révolution armée. Bakounine entreprend de diffuser la pensée anarchiste au sein de la toute nouvelle Association internationale des travailleurs, plus connue sous le nom de Première Internationale. Cette association, créée en 1864 à Londres, qui affirme que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et qui rassemble à ses débuts plus de 2000 ouvriers, brosseurs, terrassiers, doreurs, charpentiers, menuisiers venus du monde entier, apparaît en effet aux yeux du révolutionnaire russe comme la plateforme idéale pour parachever le projet anarchiste et le faire connaître au monde. À chaque congrès, on discute des moyens de production. Est-ce qu'il faut les collectiviser? Est-ce que chacun a droit d'avoir ses propres moyens de production? Est-ce que ça doit être commun? Est-ce qu'il faut des coopératives? Est-ce qu'il faut des collectivités? Qu'est-ce qu'on fait de l'héritage? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Quel est le rôle des femmes? Etc. Enfin, tout un ensemble de problèmes qui a jusque-là jamais été abordé. Mais depuis la mort de Proudhon, entre Bakounine, qui apparaît comme l'héritier du père de l'anarchisme, et Marx, qui, lui, avait rompu depuis longtemps avec l'auteur de la philosophie de la misère, les débats dégénèrent. Et leur querelle, autant personnelle que politique, divise bientôt le mouvement socialiste. Trois grands courants émergent. Un courant réformiste, assez minoritaire, qui ne croit pas aux vertus de la révolution. Un courant marxiste, que les anarchistes qualifient d'autoritaire, qui pense que l'ordre nouveau s'imposera grâce à la dictature du prolétariat. Et enfin, le courant anti-autoritaire ou anarchiste de Bakounine, qui prône l'insurrection et la destruction définitive de tout l'appareil étatique.
Pour les anarchistes comme pour les marxistes, le communisme est une société sans État, mais les marxistes estiment qu'ils peuvent utiliser l'appareil étatique d'oppression pour construire une société nouvelle, alors que les anarchistes pensent que l'État doit être supprimé dès la révolution sociale, après quoi viendra le communisme. Marx pensait qu'il fallait un parti centralisé, avec une structure hiérarchisée qui serait capable de mobiliser les gens pour prendre le pouvoir, et puis ensuite utiliser ce pouvoir pour créer le socialisme. Bakounine, en raison des idéaux anarchistes auxquels il adhère, en raison de sa méfiance du pouvoir et de l'autorité, est convaincu que c'est une erreur colossale que de penser comme ça. Il a à peu près cette expression prenez le plus grand révolutionnaire, mettez-le sur le trône de toutes les Russies et vous en ferez un tyran dans quelques années. Je prédis, c'est à peu près sa formulation, qu'en Russie, si la révolution qui se produit prend la forme que Marx souhaite, on verra arriver une terrifiante bureaucratie rouge. De manière inattendue, c'est dans les profondes vallées du Jura helvétique que ces conceptions reçoivent leur écho le plus favorable. Et l'invitation que la Fédération des ouvriers horlogers du Val de Saint-Imier lance à Bakounine est le début d'une histoire particulière que la Suisse continue d'entretenir avec l'anarchisme. Les récits d'époque témoignent d'une séduction réciproque, vraiment. Bakounine parle toute la nuit, les gens l'écoutent, après on pousse les chaises et les tables et puis on danse dans le café où a eu lieu la conférence, on partage le thé, on fume des pipes et on n'arrête pas de discuter. Il reste plusieurs jours et il va revenir à plusieurs reprises dans la région. Bakounine est séduit par leur capacité de s'auto-organiser. C'est ça qui fait une rencontre indispensable pour que la suite se passe. C'est depuis cette fédération jurassienne, qui demeure aujourd'hui encore l'un des bastions mondiaux de l'anarchisme, que Bakounine, avec son mètre 99 et ses yeux impeccablement bleus, lui qui parle 5 langues, noue des contacts avec des révolutionnaires venus des 4 coins du monde. Comme les Suisses James Guillaume ou Waldemar Schwitzgebel, les Italiens Malatesta et Cafiero, l'Allemand Johann Most, les frères Élie et Élisée Reclus, le Belge Victor Dave, l'Espagnol Anselmo Lorenzo, ou un peu plus tard, le prince russe Kropotkin, qui deviendront bientôt tous des figures du mouvement. Et grâce à eux, l'anarchisme s'internationalise et devient la pensée la plus populaire parmi les différents courants du socialisme. Pour être honnête, et même en comptant large, le nombre des marxistes à cette époque dans l'international était seulement de 1000 membres. Alors que les anarchistes, eux, étaient beaucoup plus nombreux. Il y en avait 60 000 en Espagne, 15 000 au Mexique, et leur fédération était bien plus puissante. Devenus effectivement majoritaires en nombre d'adhérents au sein de l'Internationale, les émules de Bakounine et de Proudhon sont particulièrement nombreux en France aussi. Quand éclate la Commune de Paris en 1871, les anarchistes sont donc aux premières loges. Et avec les autres révolutionnaires, ils se lancent à corps perdu dans l'insurrection. C'est un grand espoir, c'est un grand rêve. Tout à coup, une ville entière qui devient autonome, qui se défait des maîtres, qui se défait du vieux monde, qui réinvente tout. Pendant 73 jours, Paris s'insurge, fusille quelques généraux, brûle les cadastres, renverse les vieilles idoles et rend le pouvoir au peuple. Sur les ruines de l'ordre ancien, oubliez les divisions au sein de l'Internationale, les révolutionnaires essaient tous ensemble de bâtir un monde meilleur. On donne à chacun selon ses besoins, on nourrit les indigents, on alphabétise les illettrés, et la ville fonctionne presque sans gouvernement. La Commune à la lettre n'est pas un événement anarchiste. Mais c'est la première tentative de destruction intégrale de l'État, de destruction immédiate de l'État. Il y a l'idée, d'un seul coup, d'un soulèvement et d'une prise en main à l'échelle d'une capitale, de la vie économique, politique par la population elle-même. Même si la Commune n'est pas anarchiste, ceux qui se disent anarchistes ou ceux qui vont le devenir, comme Louise Michel, sont en première ligne. Et quand le mouvement s'étend aux grandes villes françaises, Bakounine en personne vient participer à l'insurrection lyonnaise. Il abolit l'État l'espace de quelques jours et croit lui aussi que le grand soir est enfin arrivé. Mais déjà, le pouvoir contre-attaque. Les communards élèvent des barricades et se préparent au combat. Au cours d'une longue semaine, dans le Paris d'Haussmann, une guerre civile a lieu
où les travailleurs, hommes, femmes et enfants, affrontent une troupe armée et entraînée. Et la terreur contre-révolutionnaire est à la hauteur de l'effroi que la Commune a jeté dans les rangs de la bourgeoisie. La troupe fusille au hasard. La fine fleur du prolétariat est coupée. Paris se change en un immense charnier. Un massacre dont on n'a pas idée aujourd'hui. On a longtemps discuté sur le nombre de morts. 25 000, 30 000, c'est probablement plus près de 20 000. Mais tuer avec les fusils de l'époque, mettons 20 000 personnes en une semaine, c'est quasiment impossible. Ça veut dire que si on a arrêté de tuer le 28 mai 1871, c'est parce que la terre de Paris, parce que les caniveaux, parce que les égouts n'arrivaient plus à absorber le sang. La brutalité de l'écrasement de la Commune de Paris a choqué beaucoup d'ouvriers en Europe et dans le reste du monde. Et les anarchistes se sont dit, si l'État peut agir de la sorte, alors nous aussi nous avons le droit d'agir de la même façon. Ils se sont dit qu'il ne pouvait pas y avoir de changement pacifique. Parce que si on agit de manière pacifique, on est massacré, comme ont été massacrés les communards. Si vous êtes pacifiste, on vous exécute. Une part de la relève anarchiste est assassinée au cours de la semaine sanglante. Une autre est condamnée à la déportation dans les bagnes calédoniens. Les rares qui échappent à la mort et au châtiment de l'État connaissent l'exil et la misère. Les marxistes profitent de leur diminution pour achever de les exclure de l'international. Mais l'anarchisme survit. Traqué, grimé, Bakounine parvient à s'enfuir. Il rassemble ses dernières forces en Suisse, à Saint-Imier, dans sa forteresse jurassienne, pour y sceller un pacte qui marquera officiellement la naissance de son mouvement. À ce moment-là, ils sont une quinzaine. 12 jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui viennent d'Espagne, d'Italie, de Suisse. Et il y en a 3 qui sont un peu plus vieux qu'eux. Il y a Bakounine, un Espagnol et Gustave le Français, un communard. Et ils créent une nouvelle organisation. Les historiens ne la mettent pas dans la liste des internationales. Enfin, c'est une nouvelle organisation. Hein. La dénomination qui lui est donnée et qui sera reprise à l'époque a le mérite d'une grande clarté. C'est l'international anti-autoritaire. Qui adopte toute une série de dispositions dans lesquelles on affirme clairement que le premier des devoirs de l'Association internationale des travailleurs, c'était la destruction de tout pouvoir politique. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, clairement, il y a pour la première fois une création d'une organisation qui se fixe explicitement des objectifs anarchistes. À Saint-Imier, en signant un pacte d'amitié, de solidarité et de défense mutuelle, les anarchistes prennent leur indépendance. Ils se dotent d'une charte, d'une organisation et d'un programme. Horizontalité dans l'organisation et anti-autoritarisme, radicalité révolutionnaire et internationalisme, athéisme, liberté de parole et de pensée, égalité de tous et refus du jeu des partis, tous les aspects de la pensée libertaire sont rassemblés ici pour la première fois. Les anarchistes y inventent même une nouvelle arme dont l'emploi généralisé aurait la capacité de détruire tout pouvoir politique et de précipiter la révolution. L'instrument, le moyen de la révolution, c'est la grève générale. C'est un terme nouveau qui naît là, avec Saint-Imier. Alors ça n'est pas encore le syndicalisme, ça n'est pas encore moins en termes de comme concept, hein, l'anarcho-syndicalisme, mais tout y est là, tout est en place. Le but, c'est pas d'exister ou de se perpétuer, c'est d'aller à une révolution. C'est dans les jeunes États-Unis d'Amérique que cette arme nouvelle va être utilisée pour la première fois à grande échelle. Déposé par les grandes vagues de migration, l'anarchisme, ici aussi, a pris racine. Il a même trouvé, dans ces bataillons de pauvres qui viennent grossir les grands centres industriels du Nord, où le salariat ressemble tant à l'esclavage du Sud, un terreau favorable à son épanouissement. Car au début des années 1880, la guerre civile se prolonge dans des luttes sociales sévèrement réprimées, comme celle des cheminots de Pennsylvanie, où le gouvernement fédéral fait tirer à l'arme lourde sur les travailleurs. Les charges, baïonnettes au canon, font des dizaines de morts. Pour les nouveaux arrivants, le rêve américain se change souvent
en long cauchemar. L'histoire générale des émigrants, que ce soit les Italiens, les Allemands ou les Français, est toujours la même. S'ils sont des ouvriers qualifiés, ils ne trouvent que des emplois sous-qualifiés. S'ils sont des ouvriers sous-qualifiés, ils occupent alors les pires emplois. Et tous perdent leurs illusions en arrivant. Ils ne croient plus au système politique qui se prétend alors démocratique et républicain. Ils se rendent compte de toute la corruption. Et donc, nombre de ces immigrants, soudain, se radicalisent. Cette rencontre avec des idées radicales a notamment lieu à Chicago, où nombre de ces immigrés finissent par arriver. L'acier, le béton et la viande réclament des bras. Rongée par la naissante mafia à la solde d'industriels tout-puissants, la ville regorge alors de travailleurs ségrégés, de filles de joie et d'enfants des rues. Elle devient rapidement le foyer de la contestation. Chicago était le foyer de l'anarchisme aux États-Unis dans les années 1880. Les relations de travail dans cette ville étaient très dures. Il y avait peu de place pour la négociation et les compromis. Les tensions étaient très fortes. Elles opposaient les ouvriers qui vivaient dans une effroyable misère et l'élite économique locale qui refusait tout type de concessions. Inspiré par la nouvelle stratégie anarchiste, en 1886, un 1er mai, qui n'est encore qu'une date parmi d'autres, un mot d'ordre de grève générale est lancé. 340 000 travailleurs se rassemblent pour exiger la journée de 8 heures. La police disperse violemment les manifestants. Les murs se recouvrent d'appels à la vengeance. Le surlendemain, les anarchistes organisent une manifestation de protestation sur la place de Haymarket. Cet événement devient fondateur dans l'histoire du mouvement ouvrier. Les leaders anarchistes ont pris la parole. Mais à la fin de la manifestation, au moment où la police a voulu disperser les manifestants, quelqu'un a jeté une bombe. Elle a explosé au milieu des policiers et tué des agents. Il y a un mouvement de foule. La police se met à tirer. Les manifestants répliquent. Les Américains ont l'habitude encore aujourd'hui d'être armés. Mais les autorités, sans aucune preuve, ont considéré que c'étaient les anarchistes qui étaient responsables de ce désordre et de la bombe. Par la suite, la police de Chicago a raflé des dizaines et des dizaines d'anarchistes. Certains d'entre eux n'avaient même pas manifesté cette nuit-là. C'est vraiment un exemple classique de réaction. La police de Chicago a utilisé cette bombe pour justifier une répression beaucoup plus globale. 8 anarchistes sont accusés d'avoir jeté la bombe. Dans sa plaidoirie, le procureur reconnaît à demi-mot leur innocence. Nous savons que ces 8 hommes ne sont pas plus coupables que les milliers de personnes qui les suivaient. Mais ils ont été choisis parce qu'ils sont des meneurs. Messieurs du jury, faites d'eux un exemple. Faites-les pendre. Et vous sauverez nos institutions et notre société. Sur les 8, 5 sont condamnés à mort. Louis Slings se suicide en prison. Les 4 autres, August Spies, George Engel, Adolf Fischer et Albert Parsons, sont pendus. Ce n'est qu'en 1893 que le gouverneur de l'Illinois a innocenté les anarchistes qui avaient été pendus. Il a confirmé que c'était le chef de la police de Chicago qui avait tout organisé, et même sans doute commandité l'attentat pour justifier la répression qui allait suivre. Ça a provoqué une immense colère, non seulement parmi les anarchistes, mais parmi les humanistes du monde entier. Ce procès avait été inéquitable. Et les anarchistes de Haymarket sont devenus des martyrs pour tous les anarchistes et tous les socialistes. Et par la suite, on pouvait voir leurs portraits partout, dans toutes les organisations ouvrières, non seulement en France, en Grande-Bretagne, mais jusqu'en Amérique latine. Le retentissement mondial de l'affaire d'Haymarket a pour conséquence l'adoption du 1er mai comme journée internationale des travailleurs.
Dans les années qui suivent, des manifestations ont lieu partout, emmenées par les anarchistes. Mais c'est en France que le massacre de Chicago va faire entrer l'anarchisme dans une nouvelle ère. Celle des bombes et de la propagande par le fait. C'est la belle époque. Depuis la Commune, Paris s'est reconstruite et n'a jamais aussi bien porté son surnom de ville lumière et de cité des arrêts de l'amour. Elle est la première place financière, occupe le centre d'un empire colonial en pleine expansion et demeure encore pour quelques années la capitale du monde. La bourgeoisie triomphe, invitait l'Occident à visiter sa grande exposition universelle. Entre deux palais de la guerre et des industries et une Bastille flambant neuve reconstruite pour l'occasion, les curieux peuvent assister à une remise en scène spectaculaire du massacre des nations indiennes ou se promener nonchalamment dans les allées larges et grillagées des tout nouveaux zoos humains. Ici, le marxisme est encore très minoritaire et l'anarchisme reste le seul mouvement de masse révolutionnaire. Louise Michel, qui est revenue des bagnes calédoniens où elle a été convaincue par les thèses libertaires, multiplie les conférences, organise des manifestations et lui donne même son nouvel emblème. On considère en gros que Louise Michel est l'inventeur du drapeau noir. Lors d'une manifestation des sans-travail à Paris en 1883, Louise Michel va utiliser un chiffon noir, un signe d'emblème. Et elle justifiera son geste lors de son procès. Le drapeau noir, c'est à la fois un drapeau de deuil et un drapeau qui marque la spécificité des anarchistes. En fait, en réalité, les choses sont un petit peu plus compliquées, puisqu'au même moment, on trouve à Lyon un journal qui s'intitule explicitement Le Drapeau Noir. Je crois que c'est le premier qui s'appelle Le Drapeau Noir. J'ai filmé Le Drapeau Noir. C'est une photocopie. Mais quand même. Mais il y a une chose quand même extrêmement importante qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que Louise Michel arbore son chiffon noir, ce n'est pas parce que le journal de Lyon va s'appeler Le Drapeau Noir que le drapeau noir est immédiatement annexé par les anarchistes. Et donc, dans un premier temps, l'utilisation du drapeau noir reste minoritaire. Le drapeau des anarchistes, c'est le drapeau rouge. Ça ne fait pas plaisir à beaucoup de libertaires ou à beaucoup de marxistes, mais ça, c'est la réalité. Mais dans cette période de reflux révolutionnaire, pour Louise Michel, le temps n'est plus aux chansons ni aux beaux discours, il faut passer à l'action. Inspirée par Karl Heinzen et son essai sur le meurtre, et par la stratégie des nihilistes qui mettent alors à feu et à sang la Russie, elle appelle les travailleurs à la révolte violente. Manque-t-il donc de pioches pour creuser des souterrains? De dynamite pour faire sauter Paris? De pétrole pour tout incendier? Imitez les nihilistes et je serai à votre tête, sur les débris d'une société pourrie qui craque de toutes parts et dont tout bon citoyen doit se débarrasser par le fer et le feu, nous établirons le nouveau monde social. Elle se rend en compagnie de Malatesta et Kropotkin au premier congrès international anarchiste à Londres et y définit avec eux la nouvelle stratégie du mouvement. La propagande par le fait, qui n'a pas un auteur déterminé, est une expression spontanée de l'action révolutionnaire. Ce n'est pas nécessairement une explosion ou une bombe, mais juste une action qui dépasse les limites du discours. Au travers d'un geste exemplaire, les anarchistes pensaient qu'on pouvait mieux transmettre le message libertaire. Et puis ça met le révolutionnaire au défi. Il ne s'agit pas de faire comme ces révolutionnaires qui parlent et laissent agir les autres. Là, le révolutionnaire agit et il fait la preuve par les faits de sa crédibilité. Cette conception, selon laquelle une action d'éclat pourrait créer l'étincelle révolutionnaire qui enflammera l'Occident, convainc notamment un certain François Königstein, dit Ravachol. Il adhère au mot d'ordre de Louise Michel et Kropotkin, qui sont, avec Malatesta, les nouveaux théoriciens de l'anarchisme et qui ont appelé à la révolte permanente par la parole, par l'écrit, par le poignard ou la dynamite. Ravachol voit lui aussi, dans la toute nouvelle invention de Nobel, l'outil idéal pour détruire le vieux monde. Il se forme à la manipulation de la nitroglycérine et à la suite de la répression féroce des premières manifestations du 1er mai en France, sa révolte se changeant soudain en fureur, il décide de passer à l'action. Le 1er mai 1891,
les anarchistes décident de faire une journée de lutte et d'action. Pas une journée de défilé ordonné comme c'est devenu de nos jours. Et donc, il y a des échauffourées à Clichy, où les flics tapent sur les anarchistes et les anarchistes tapent sur les flics. Et puis, à Fourmies, dans le Nord, il y a une fusillade contre les femmes et les enfants qui sont devant le cortège. Et il y a plusieurs morts. Et c'est à cause de ça que Ravachol pose des bombes. Comme un symbole, Ravachol place ses bombes artisanales boulevard Saint-Germain et rue de Clichy. Devant les portes des appartements du juge et de l'avocat général qui ont condamné à de lourdes peines de prison 3 manifestants anarchistes, il dépose des valises. Les dégâts sont impressionnants. Ces bombes n'ont tué personne. Elles n'étaient que la réponse à la condamnation des manifestants anarchistes de Clichy. Mais la police française, les médias en France, mais aussi au Royaume-Uni et dans le reste du monde, ont alors fait de Ravachol, qui n'aurait pas dû être un personnage important de l'histoire de l'anarchisme, la face sombre du mouvement, son versant destructeur. Le mythe de l'anarchiste poseur de bombes vient de naître. Ravachol fait peur, on le traque. La préfecture se dote d'armes nouvelles. La police se réinvente en scientifique. L'une des premières fiches anthropométriques de l'histoire à réaliser, son portrait s'étale à la une de tous les journaux, et grâce aux nouveaux moyens de communication, son nom résonne dans le monde entier. Le Petit Parisien, le Petit Journal, le Journal et le Matin, les 4 journaux qui tirent entre 700 000 et plus d'1 million d'exemplaires par jour, les unes notamment de leur supplément de Domenico le dimanche, font tout pour faire peur dans les chaumières. Mais de façon effectivement générale, ces attentats n'ont pas provoqué immédiatement une réaction hostile de toute l'opinion publique. Bien au contraire, Ravachol recueille même plutôt la sympathie du peuple, pour lequel il devient une sorte de héros, comme Mandrin aux cartouches, un vengeur auquel on écrit, sur l'air de la Carmagnole, des chansons. Dansons la Ravachol, vive le son, vive le son. Dansons la Ravachol, vive le son de l'explosion. Pour devenir un exemple de pure révolte, l'anarchiste doit payer de sa personne. Ce n'est pas le terroriste qui fait son attentat et s'enfuit. Au contraire, l'anarchiste doit affronter à visage découvert la société et devant le tribunal revendiquer ses actes. Il doit se servir de son procès comme un formidable mégaphone et faire résonner partout le nom de l'anarchisme. Fidèle à la stratégie de la propagande par le fait, quand 3 jours seulement après l'explosion de sa dernière bombe, Ravachol est arrêté, il assume ses responsabilités. À son procès devant le tribunal de la Seine, alors qu'il sait qu'il joue sa tête, il soutient son geste. Il y a actuellement un trop grand nombre de citoyens qui souffrent tandis que d'autres nagent dans l'opulence. Cela ne peut durer. Aujourd'hui, les anarchistes sont assez nombreux pour renverser les choses. Il ne faut pour cela qu'une poussée. Et la révolution s'opérera. Ravachol est condamné aux travaux forcés à perpétuité, mais rattrapé par une vieille affaire de droit commun, il est condamné à mort. Et c'est par un froid matin, à Montbrison, que sa voix qui allait crier « Vive la Révolution » est coupée par le couteau de la guillotine. Son exécution, loin d'effrayer les autres libertaires, apparaît comme une déclaration de guerre. La presse anarchiste réclame vengeance. On assiste alors à un véritable emballement. Chacun s'y met, encouragé par des publications qui, de rubriques d'études scientifiques en exposé d'arsenal anti-bourgeois, acquièrent rapidement le surnom de presse dynamite. Des bombes explosent un peu partout. Le restaurant où Ravachol a été arrêté est dynamité. Auguste Vaillant, le Guy Fawkes français, jette une bombe dans la Chambre des députés. Les bombes de Vaillant, elles non plus n'ont tué personne. Elles ont cassé 3 ongles et fait de légères blessures. Pourtant, même s'il n'a tué personne, on le condamne à la guillotine et Vaillant est exécuté. Et sur sa tombe, on retrouvera des fleurs et même un petit mot qui disait « Vaillant, tu seras vengé ». Dans les jours qui suivent, Léon Léautier attaque au tranchet. Amédée Powell se fait exploser devant l'église de la Madeleine. Émile Henry fait plusieurs morts en posant des bombes, dont une au hasard dans le restaurant de la gare Saint-Lazare. On dynamite Faubourg Saint-Jacques, rue Saint-Martin, rue de Vaugirard.
à Lyon, Angers, Le Havre, Amiens, Marseille. La France prend peur et la stratégie de l'attentat commence à faire débat au sein du petit monde libertaire. Devant l'emballement ravacholiste, des auteurs comme Malatesta, Kropotkin et même Reclus pensent que on est confronté à une forme de dangereuse déviation. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas accepter que l'on puisse commettre n'importe quel geste, n'importe quel attentat au nom de l'anarchie. Si la stratégie de l'attentat fait débat parmi les révolutionnaires, ce sont des avant-gardes artistiques que viennent les derniers soutiens aux propagandistes par le fait. Après Wagner, Seurat ou Courbet, aux côtés des littérateurs libertaires comme Octave Mirbeau, Georges Larien ou Félix Fénéon, des créateurs comme Alfred Jarry, Pissarro, Rodin, Ibsen, Oscar Wilde, Joseph Conrad, Jack London ou Mallarmé, ils sont nombreux alors à admettre, même ressentir une certaine admiration pour les poseurs de bombes. Je vais d'ailleurs citer au fond un seul d'entre eux, mais pas le moindre, Émile Zola. Il est sensible au fait que ces hommes sont d'une sincérité absolue. On est au cœur du roman, un des romans les moins lus de son œuvre, et pourtant pas le moins intéressant, Paris. Aux premiers actes encore innocents des anarchistes, la répression a été si dure, la police a si rudement malmené les quelques pauvres diables tombés dans ses mains, que toute une colère a monté peu à peu. Songe donc aux pères battus jetés en prison, aux mères et aux enfants crevant de faim sur le pavé, aux vengeurs affolés que laisse derrière lui chaque anarchiste mourant sur l'échafaud. La terreur bourgeoise a fait la sauvagerie anarchiste. Indépendamment de ses soutiens et malgré les critiques, lors de l'exposition coloniale de Lyon, cette escalade dans la violence atteint son apogée à la suite de l'assassinat du président de la République Sadi Carnot par un anarchiste de 20 ans, un jeune boulanger venu d'Italie. Caserio, Sante Hieronimo Caserio, profite de la visite du président Sadi Carnot à Lyon pour l'assassiner. Carnot avait été prévenu, il avait été prévenu d'ailleurs par la police mais aussi par les anarchistes, que le sang de ceux qui avaient été condamnés à la guillotine lui retomberait sur les mains. Sadi Carnot est assassiné et il meurt sous le couteau à Lyon. La mort de Sadi Carnot est un coup de tonnerre. On lui fait des funérailles nationales, ses cendres sont mises au Panthéon. Son assassin est rapidement jugé et mis à mort. Et pour ne pas que sa tombe devienne un lieu de pèlerinage, les restes de Saint Geronimo Caserio, anarchiste et martyr, sont jetés dans une fosse anonyme. Mais cela ne suffit pas et la répression se généralise. À ce moment-là, en France, on va faire adopter ce qu'on appelle les lois scélérates, des lois qui interdisent toute propagande anarchiste et assimilée à une association de malfaiteurs et en même temps toute propagande antimilitariste. Et donc, il y a une mise en fiche de la quasi-totalité des militants qui est réalisée à ce moment-là, y compris des malheureux qui étaient tout simplement abonnés à telle ou telle revue libertaire. Né à Kharkov, Jean Turin, né à Bordeaux, Cohen, Joseph, Mickey, né à Gauthier, Jean-Joseph, né à Grenoble, Polyphème, Grand Didier Alfred, Delors, né à Saint-Denis, Jean-Baptiste, peintre en né à bâtiment. Marvechol, typographe, Martis, Richard. En même temps, c'est des informations ahurissantes. Les anarchistes très dangereux, quand on les connaît, c'est un ouvrier horloger du Val de Saint-Imier qui prononce quelquefois des phrases un peu incendiaires, mais qui de nous n'a jamais dit pendez-les tous ou mort aux flics, mort aux vaches. Je veux dire, on a tous fait. La panique gagne le monde. Les rumeurs les plus folles courent de ministère en consulat. Les anarchistes complotent. Ils sont une menace pour la sécurité des nations. À l'image des États-Unis d'Amérique, les gouvernements se dotent de lois contre le péril noir. On a alors voté des lois qui interdisent aux anarchistes d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Et depuis ce jour, si vous êtes assez fou pour dire que vous êtes anarchiste, vous ne pourrez pas passer la douane. On vous l'interdira. Oui, c'est à ce moment qu'ont commencé ces lois qui criminalisent les gens juste pour leurs idées politiques. L'idée d'une conspiration terroriste, d'une conspiration internationale, est alors apparue. C'est la première fois que le concept de guerre à la terreur était utilisé. Dans le New York Times, en 1894, on a commencé à lire des titres sur la nécessité d'exterminer le terrorisme. C'était déjà ces termes très mélodramatiques qui étaient employés.
Pour faire la guerre à cette internationale noire tout imaginaire, une bien réelle internationale policière se met en place. Les gouvernements de 21 pays organisent la Conférence internationale pour la défense sociale contre les anarchistes, où sont jetées les bases de ce qui deviendra Interpol. À Rome, en 1898, a lieu la conférence anti-anarchiste qui rassemble tous les gouvernements. Parce que tous les gouvernements, les rois, les princes, sont tous terrorisés à l'idée de se faire assassiner par un anarchiste. Mais tout ça ne sert à rien, puisque le 29 juillet 1900, en Italie, le roi Umberto Ier est assassiné par un anarchiste, Gaetano Bresci. Et avec lui, malgré la répression et les lois d'exception, les têtes couronnées et les chefs d'État tombent comme à Gravelotte sous les coups des anarchistes. Le tsar de Russie, les présidents d'Uruguay, d'Équateur, du Salvador, en Espagne, le président du Parti conservateur et au Portugal, le roi et le prince héritier sont tués. À Genève, Luigi Lucchini poignarde l'impératrice Élisabeth d'Autriche, plus connue sous le nom de Sissi. À Madrid, le président du Conseil espagnol est assassiné. Et ainsi de suite, jusqu'à la guerre où Alexandros Kinas tue le roi des Grecs et Gavrilo Princip, l'archiduc d'Autriche et sa femme. Mais face à la propagande par le fait des anarchistes, l'État fait de la propagande. Et quand il se trouve des entrepreneurs malins, l'anarchisme peut aussi servir à faire la promotion de ses petites affaires. Comme c'est ici le cas d'Edison, qui profite de l'exécution de Leon Cholkoch, l'assassin du président des États-Unis, McKinley, pour promouvoir ses deux nouvelles inventions, le cinéma en 35 mm et la chaise électrique. Ces attentats qui, somme toute, bien sûr, ils sont pas marrants, mais ils n'ont pas fait beaucoup de morts. Je pense que la période des attentats en France, elle a fait moins de morts que la révolte des bagnards aux îles du Salut en 1994, où ils sont tous fait assassiner par les gardiens. En réalité, le nombre de ces attentats n'est pas si élevé. Les historiens s'accordent à dire qu'il y a eu moins de 200 morts dans toute la période de la propagande par le fait. Creo que la sobredimensión que han tenido los atentados anarquistas y los magnicidios. L'exagération qu'on a faite de l'importance des attentats est surtout le fait de la presse, qui voulait faire peur. Et aussi parce qu'il est difficile de faire comprendre les différentes nuances de l'anarchisme. C'était plus simple pour tout le monde de ramener tous les types de lutte armée à la seule dénomination de terrorisme. Et donc, à la fin des années 1890, les anarchistes reviennent dans le mouvement social. Et c'est ainsi que naît le syndicalisme révolutionnaire.